C'est la 500e de l'émission Média aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Rémi Pernelet. Bonjour Valérie. Vous étiez là au début, il y a 3 ans, tous les deux. Et on a reçu, Gilles a fait le compte, près de 1500 invités. Absolument. Voilà, et aujourd'hui on a 2 invités de choix que j'aime énormément. Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fêté vos 30 ans de carrière l'année dernière. Et Julien Clerc qui sera avec nous aussi à partir de 10h30. Merci d'être avec nous, Anne Roumanoff, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Samedi soir sur C8, la folle histoire d'Anne Roumanoff. Et surtout, vous êtes en tournée partout en France avec votre spectacle Tout va bien. Ce sera retransmis en direct le 16 décembre dans les cinémas CGR. On va en reparler. En direct de l'Olympia. En direct de l'Olympia, puisque vous serez pendant 3 jours à l'Olympia. Vous faites carton plein. J'ai regardé les dates de tournée. C'est complet pratiquement partout. Il reste des places. Mais il faut absolument aller vous voir. Merci d'être là ce matin parce que vous êtes entre 2 villes. Vous arrivez d'Angers, vous repartez à Angoulême. Je joue à côté d'Angoulême ce soir. Ouais. Ça va, les trains roulent en ce moment, cette semaine. Il faut en profiter. La semaine prochaine, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Ça va être compliqué la grève pour un artiste. Vous avez dû annuler des dates Non, j'ai pas annulé des dates, mais le 5 décembre, par exemple, je joue en Suisse. Donc on part la veille pour pas voyager le 5. Mais après, on ne sait pas comment on va revenir le 6. On va peut-être louer une voiture, je sais pas. Vous regardez la télé, Anne Roumanoff, vous avez le temps? Oui, beaucoup. Je regarde beaucoup la télé. Beaucoup la nuit, à des horaires bizarres. Des fois l'après-midi aussi, parce que quand je suis en tournée dans les hôtels, je mets ce qu'il y a à la télé pour me... Et vous regardez quoi? Tout. Je suis pas sectaire. C'est-à-dire tout m'intéresse. Non, mais tout vraiment. Je regarde toutes sortes de choses. Je zappe beaucoup. Le truc le plus inavouable? Le truc sur TF1 le matin, la script réalité. Mais ça, je le regarde quand je suis dans des hôtels toute seule et que mais oui. C'est tellement bien joué. Il y a tellement de bons acteurs. Ouais, il faut bien qu'ils démarrent. Ah ouais, ça vous inspire pour vos spectacles? Tout m'inspire, en fait. Non, c'est pas seulement la télé, c'est tout. J'adore observer les gens, j'adore poser des questions aux gens quand ils me racontent leur vie et tout ça, ça me nourrit après pour écrire. Et puis il y a ma propre vie aussi, tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'énerve, je m'en sers aussi. On va en reparler. Les audiences, alors j'ai oublié mon papier, c'est Rémi. Heureusement, Rémi est là pour nous rappeler. Allez-y, faites-nous les audiences hier soir, ce qui a marché, Balthazar, qui a cartonné. C'est Balthazar avec Thomas Sisley sur TF1, 6 232 000 téléspectateurs. On en rêve. Écoutez, cette semaine, TF1 a fait 2 séries à plus de 6 millions de téléspectateurs. Donc c'est la belle semaine pour la fiction française sur TF1. C'est bien, ça va donner aux gens envie de faire des belles fictions. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en deuxième position, c'était un film Jack Reacher, un film américain avec Tom Cruise, 2 565 000 téléspectateurs. Et puis en troisième position, France 2, envoyé spécial, 1 851 000 téléspectateurs. C'est nettement moins que la semaine dernière. Ça n'a pas très très bien marché. Comme Recherche appartement ou maison sur M6, 1 786 000 téléspectateurs, qui n'a pas très bien marché non plus, qui a 8,5 de part de marché. Tout ce qui est en dessous de 10 de part de marché sur M6, c'est un gadin. Un gadin, donc ça vous regardez Le Meilleur Pâtissier, Recherche Maison? Ah non, les pâtissiers, non. Jamais. On m'a proposé de le faire. J'ai dit, mais attendez, je ne sais pas du tout cuisiner. C'est-à-dire, on m'a dit, c'est pas grave. J'ai dit, non, mais là, non, je sais vraiment pas. Qu'est-ce qu'on vous a proposé de plus? On vous a proposé Danser avec les stars, par exemple? On m'a proposé Danser avec les stars, d'aller On m'a proposé Masked Singer d'être jury. Après, on m'a proposé pour cette année d'être à l'intérieur. Et pourquoi vous n'avez pas voulu? Vous pouviez pas? Jury, j'avais un film à faire, et à l'intérieur, j'ai dit, je ne sais pas du tout chanter. Je suis lucide sur mes compétences. Danser avec les stars. Mais je crois que vous n'êtes pas la seule. Je crois que vous n'êtes pas la seule. Mais enfin, il faut quand même un minimum, quoi. Moi, j'ai vu qu'il n'y a pas le minimum partout. Non, il n'y a pas le minimum partout. Il n'y a pas une somme qui vous fait que vous diriez oui? Non, franchement, on m'a proposé aussi d'aller sur une île déserte, je sais pas quoi. Non, ça c'est. Tous ces trucs-là, l'idée d'être filmé. Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Je sais plus ce que c'était, mais non, un truc de Robinson, je sais pas. Oui, les Robinson, filmé dans la mais non, en fait, même pour très très cher, Julie a posé la bonne question. Non, c'est pas une question d'argent. Non, en fait, moi vraiment, quand je décide de faire quelque chose ou pas, j'essaye de voir si je le ressens aussi, voilà. Et j'ai appris quand même qu'il fallait écouter ses intuitions, parce que quand on fait des trucs qu'on sent pas, ça se passe. Des fois, quand on fait des trucs qu'on sent, ça peut ne pas se passer bien, mais au moins on l'a senti, on est en accord avec ce qu'on fait, et voilà. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? C'était en 87. Et c'était en avril 87, j'avais fait un concours dans le sud-ouest de la France, un concours d'humour à Moissac, à côté de Toulouse, et il y avait France 3 Régions qui sont venus m'interviewer. J'étais fière. Et puis après après la classe, le mois d'après, j'ai l'impression que ça y est, ma carrière explosait, 2 télés en 2 mois.
de télé en 2 mois, donc c'était 87, donc c'est... Bah, il y a D'ailleurs, 32 ans. On voit votre première dans la classe, dans le documentaire sur C8 qui est diffusé demain. Je ne sais pas si vous êtes si ravi que ça qu'on vous voit comme ça. J'avais 22 ans, j'étais une petite toute jeune, je sortais de Sciences Po en fait. Oui, vous expliquez que vous n'y croyez pas du tout, d'ailleurs. Au casting, vous racontez que... c'est-à-dire que j'avais été refusée de partout, donc à un moment, je me disais pourquoi, quand ils m'ont appelé pour me dire qu'ils me prenaient, j'ai fait « Ah bon ?» J'avais tellement confiance en moi que j'ai dit « Vous êtes sûr ?» J'avais peur que je pensais que c'était une erreur. Comment on passe de Sciences Po à humoriste? Parce qu'en fait, je voulais être comédienne depuis l'âge de 12 ans, j'ai pris des cours de théâtre, mais j'ai échoué partout, au conservatoire, à la rue Blanche, au cours Florent, enfin, tout ce qu'on peut échouer. On ne me prenait pas dans les compagnies de théâtre, on ne me prenait pas dans les castings. Pour quelle raison? Je sais pas. Mais si vous dites quand vous prenez pas dans les castings, vous avez gagné des castings pour des pubs. Oui, après, plus tard. Mais je veux dire, au début, je pense que je rentrais pas dans les cases. Je pense que j'étais atypique, mais quand on a 15 ans, 17 ans, c'est dur d'accepter ça, de savoir qui on est en fait. Et donc après, j'ai commencé, quand je suis sortie de Sciences Po, à Sciences Po, je prenais tout le temps des cours de théâtre. Et après, j'ai commencé à faire des sketchs. Et donc, on m'a parlé de ce casting à la classe. Et là, on m'a prise. Ce que vous racontez dans le doc, et je trouve génial, c'est que vous expliquez que vous sortiez de Sciences Po en tenue Sciences Po. Et un impair, un beau dans les cheveux. Et puis, vous enlevez tout pour arriver au cours de théâtre. Je marchais, c'était comme Superman qui se transformait. Je changeais de look parce qu'à l'époque, maintenant, c'est très débridé. Sciences Po, mais à l'époque, c'était très formaté. J'avais un petit serre-tête en velours, un côté. Et en plus, c'était pas ma nature, mais je m'étais mise comme ça pour être comme tout le monde. Dans le moule. Voilà, et j'avais un impair et tout ça. Et quand j'arrive au cours de théâtre, j'ouvrais l'impair, j'enlevais mes lunettes, je prenais un air. Je changeais de journal parce que Sciences Po, on lisait Le Monde. Dans le cours de théâtre, on lisait Libé. Donc voilà. Michael demande si on vous verra plus souvent chez Drucker. Oui, tout à fait. Là, j'avais un peu en ralenti parce que j'avais un projet de film et qui a été retardé. Voilà, donc, mais voilà, oui, bien sûr. Oui. Et on peut vous voir quand même au cinéma, je le rappelle, c'est un événement de filmer un spectacle et de le retransmettre au cinéma en live. Ce sera dans 42 salles dans le Sud, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs dans le Sud, on les rappellera tout à l'heure, et 180 dans toute la France. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, voici donc le 500e zapping. Et pour démarrer, un petit lapsus de Gilles Legendre, le président du groupe République En Marche à l'Assemblée nationale. Et comme dirait Yann Barthès, c'était dans Quotidien hier sur TMC, je crois qu'on tient un champion. Si Freud nous regarde en ce moment sur sa télé, dans le ciel ou alors dans son cercueil, je lui demande de tout arrêter et de se concentrer parce qu'on en a eu un de compétition. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Caroline Roux. Freud, vas-y, analyse ça. Est-ce que les députés ont du vague à l'âme? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans l'action. Tous les soirs, vous avez des retraités, des députés qui organisent des réunions. Puisqu'on parle de dérapage linguistique, un autre, mais cette fois-ci volontaire, de Laurent Alexandre, vous allez voir, il n'a pas épargné les gilets jaunes. Oui, on a une crise des petites classes moyennes et d'ailleurs, une partie de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes est liée à l'entrée de cette économie de la connaissance qui, pour l'instant, favorise les élites et puis les travailleurs manuels. On ne sait pas transformer un gilet jaune en polytechnicien d'un coup de baguette magique. Donc on a une inertie importante et on risque une crise sociale si on n'investit pas davantage dans la recherche en formation. La phrase a fait parler sur les réseaux sociaux. On ne fait pas d'un polytechnicien, d'un gilet jaune, un polytechnicien. Et puis sur C8 hier dans Balance ton poste, débat sur le concours de Miss France qui va être au mois de décembre. Karim Zerebi a critiqué les critères de sélection. Si une femme ne fait pas 1m70, si elle fait 1m60, je suis désolé, lui interdire de se présenter au concours, c'est dommage. Si une fille est serveuse, elle va peut-être être obligée de dire je fais BTS ou non, une fille serveuse elle peut être plus intelligente qu'une fille qui a fait des études aussi. Moi j'ai pas eu mon bac. Moi j'en ai marre de ces critères qui sont des critères qui posent un peu une forme de dictature de ce que doit être la femme idéale. Valérie, j'ai un scoop pour vous. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, vous le savez peut-être pas. Dingue. Et oui. Et alors, sur France 2, dans le 20h, il y a eu un reportage incroyable sur des vendeurs sur le site d'Amazon qui vous proposent de rembourser vos achats si vous leur mettez 5 étoiles. Achat vérifié. On pensait que c'était toujours de vrais avis. Mais on a découvert que derrière certains commentaires se cachait parfois de la corruption de consommateurs. Ils se font rembourser leurs achats en échange d'avis positifs. Prenons cette crème contre les points noirs. Le vendeur nous promet un remboursement contre un commentaire élogieux et 5 étoiles pour son produit. Commande passée. Réception le lendemain. Pour être remboursé, on doit écrire un avis positif et donner les fameuses 5 étoiles. Quelques jours plus tard, nous sommes effectivement remboursés de notre achat.
Dingue. Vous l'avez acheté le produit pour les fanards? C'est tellement important les avis sur Amazon. Moi, vous les regardez? Moi j'ai mis 5 étoiles sur mon livre. Ah bah oui, évidemment. Et sur le spectacle aussi, non? On peut pas. Le livre. Sur le livre, ouais. Ah ouais. Et vous allez sur Amazon, vous regardez les avis? Je regarde les avis des autres, bien sûr. Ouais. Mais là, c'est vrai que ça jette un peu à discrédit. Vous allez consommer pour le Black Friday? Vous allez acheter des choses, ça vous encourage? Oui, vous êtes pour ou contre? Parce que c'est le gros débat aujourd'hui. Ça baisse les prix, c'est sympa, ça va. C'est ça, qu'on arrête de nous dire si on doit consommer ou pas. Alors après, on va être contre les soldes, on va être contre ceci. Et contre Miss France, pour ou contre Miss France, c'était le débat chez Hanouna. C'est quoi, ça va. Je trouve qu'en plus, ça a beaucoup évolué, le concours de Miss France. Et puis, voilà, après que les femmes d'1m60 n'aient pas le droit. Moi-même, je fais 1m60. Mais vous pourriez vous présenter. Voilà. Un tout nouveau spectacle, Tout va bien. Oui. Tout va bien, vous êtes toujours en rouge. Il n'y a plus la robe rouge, mais il y a toujours une pointe de rouge qui est là. Oui, en fait, tout va bien, c'est pas que l'époque va bien. Je parle évidemment dans le spectacle de tout ce qui va mal, mais c'est l'idée de poser un regard positif sur une époque qui va mal. Ouais. Et alors, on va retrouver des personnages qui vous sont chers. Il y a la bouchère qui, cette fois, est aux prises avec les cookies d'Internet, qui vont dans le cloud. Elle se demande comment ça marche, le cloud. Et il y a un sketch sur le divorce, une nouvelle rencontre. Il y a un sketch sur l'orientation des adolescents aussi. Les parents qui se vantent que leur enfant, il fait un master, pas encore homologué en France, un master espagnol. Fiesta. Il y a un coach en humour politiquement correct aussi. Oui, j'explique aux gens de quoi on a le droit de rire et pas rire en ce moment. Et après la conclusion, j'ai dit, en 2020, pour être politiquement correct, il faut savoir fermer sa gueule. Voilà. Et ça vous gêne quand vous écrivez? Vous vous censurez désormais ou pas? Non, je me censure pas. Après, quand on est devant un micro, quand on s'exprime en public, on a une responsabilité. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. On exprime des opinions aussi quand on est humoriste. Donc, je ne vois pas pourquoi un homme politique devrait faire attention à ce qu'il dit et qu'un humoriste, sous prétexte qu'il est humoriste... Voilà. Puis après, c'est chacun selon sa sensibilité. Il y a des humoristes formidables qui font un humour transgressif et ça leur ressemble. Ils adorent choquer le public. Enfin, je pense que le plus important, c'est d'être fidèle à soi-même et faire des choses, encore une fois, qu'on ressent, avec lesquelles on se sent en accord. C'est sûr qu'il y a des sujets qui sont plus touchy maintenant qui étaient il y a 10 ans. Et inversement, il y a des choses sur lesquelles on peut, par exemple, tout ce qui est sexe, vous pouvez raconter n'importe quoi. Ouais. Les humoristes femmes ou hommes, ils y vont, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qui est devenu tabou? Sur quel sujet vous faites plus attention? Je sais pas si je fais plus attention, je sais pas. La religion. Oui, encore. Tout est posé. L'autre fois, j'ai vu un humoriste formidable qui s'appelle Haroun, et il parle de religion, et c'est pas du tout insultant, et il arrive à tout dépend de l'axe, en fait, de la manière. C'est une question de sensibilité. Vous avez fait une fable sur MeToo. Ouais. Ça vous a beaucoup inspiré, ça? Oui, ça m'a inspiré. Ce qui m'a un peu choqué, en fait, c'était les mecs. Ouais, on va plus avoir le droit de draguer. Hein. Et donc, je conclus. Ça vous a choqué, ça? Ça m'a choqué. Non, mais parce qu'il faut écouter mon texte. Oui, il faut écouter. C'est une fable. Ensemble, je vais pas vous la faire là. Ça dure 5 minutes. Mais donc à la fin, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le porc. Nous, les amatrices de saucisson, nous vous le disons. Non, nous les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le porc qu'on n'adore pas le saucisson. Ah, comprenne qui pourra. Voilà. 30 ans de carrière, vous vous dites quoi aujourd'hui? Je suis étonnée en fait que ça fasse aussi longtemps. Parce que c'est vrai que quand j'ai démarré, j'avais 22 ans, là j'en ai 54, mais après je dois ça au public aussi. Et puis après, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais vous travaillez énormément. Vous avez une chronique dans le JDD, vous êtes sur une radio concurrente en quotidien, vous faites des spectacles, vous préparez un long métrage. Oui, mais c'est un métier qui est une passion. Donc quand on a la chance on ne demande pas aux boulangères qui se lèvent à 4h du matin si c'est fatigant. Donc, Non, mais au début, ça a été dur. Vous étiez critiqué et pas vraiment aimé de la corporation des humoristes quand même. Il y a une période où ça a été compliqué. Oui, mais je pense que, vous savez, je lis beaucoup de biographies d'artistes quand je les reçois à la radio, et qui a des parcours linéaires? Tout le monde, chacun a des choses à travailler. Voilà, c'est facile pour personne en fait quand on regarde. Dans le doc qui passe demain, on voit quand même, vous évoquez le fait d'avoir la carte. Vous demandez, elle s'achète tout. Vous dites, je fais genre que je m'en fous, mais en fait, c'est pas vrai. C'est quoi cette carte? C'est la carte de l'humour bobo de gauche? Non, vous pensez pas que c'est un peu has-been, l'histoire de la carte, là, aujourd'hui? Je sais pas, par exemple là pour faire mon film, si je m'aperçois que si c'est important d'avoir la carte quand même, une espèce de carte dans le cinéma. Mais après maintenant, dans l'humour, j'ai pas de problème, je suis reconnue. Mais quand on aborde un nouveau champ, c'est plus. Voilà, par exemple quand j'ai voulu faire une émission à la radio, moi j'ai fait 5 ans de radio avec Laurent Ruquier toutes les semaines. Et après il était parti
d'une autre radio, parce que quand on est dans une radio, on ne peut pas le dire non des autres radios. Ouais, enfin bref. Et bref, j'avais proposé un ouais. projet qui était hyper bien ficelé, etc. Et on me l'a refusé. Et je suis convaincue que si j'avais été un homme, avec mon expérience, on m'aurait accepté. C'est pas la carte, là. Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Mais voilà, moi, plus ça va, plus je suis féministe, parce qu'en fait, avant, je suis de plus en plus sensible à la cause des femmes. Et oui, il y a des portes qui sont ouvertes, mais oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme différence, et dans les salaires, et dans les postes à responsabilité. Chez une femme, il y a toujours une suspicion, pourquoi elle est là, et qui elle a couché, enfin. Sera-t-elle capable C'est aussi la question. On a fait un débat sur les quotas dans le cinéma, et effectivement, la réalisatrice qui était là nous a montré des chiffres qui sont absolument sidérants sur la disproportion entre le nombre d'hommes réalisateurs et le nombre de femmes. Vous préparez un film qui s'appelle Maman, qu'est-ce qu'on va faire de toi, et vous dites c'est compliqué à monter. J'ai le financement, mais on a un peu des soucis sur le distributeur. Et oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Et franchement, je pense qu'encore une fois, un homme avec ma carrière et mon expérience, je pense qu'il y aura un peu plus de portes. Donc, on a un auditeur qui nous dit, oui, Anne Romanoff, elle est venue dans mon petit village de 13 000 habitants il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Les artistes viennent plus, ils vont dans les grandes villes. Alors, on peut dire à Cantou qui nous écrit que, justement, cette idée de diffuser votre spectacle dans un cinéma, ça va le mettre à la portée de beaucoup de monde. Alors, peut-être que vous avez été vraiment très, dans un coin très isolé, mais vous serez, en tout cas, dans le sud-ouest, à Cagnes-sur-Mer, à Sifour, à Cannes, à Montauban, à Carcassonne, enfin, dans beaucoup de cinémas. Donc ce sera le moyen de toucher un maximum de gens. C'est le 16 décembre en direct de l'Olympia. Le 16 décembre. Et sinon, moi, en tournée, vraiment, ça, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une carrière aussi longue, c'est que je ne vais pas du tout que dans des grandes salles. Je vais vraiment partout. C'est-à-dire, je me produis dans des salles de 300 à 1000 places. Et je sillonne vraiment la France, et voilà, quoi. Et vous aimez ces petites salles? Il y a une grosse différence? Non, il n'y a pas de différence. L'important, c'est une salle pleine, c'est la chaleur du public. Je joue de la même manière devant 300. Hier, j'ai joué à Trélazé devant 3500 personnes, et je me donne pareil, que ce soit devant 300 ou 3000. Enfin, c'est le travail. Vous restez à la fin du spectacle? Il y a des gens qui viennent vous voir, ou vous êtes du genre, je m'en vais? Non, je ne m'engouffre pas dans une voiture. Non, je fais toujours des séances d'autographes dans le hall. Et voilà. Après, la seule chose, c'est que souvent, les gens veulent me parler, mais moi, je suis claquée. 1h40 de scène, les gens me disent, vous parlez pas? Je dis, non. Un peu fatiguée. Il y a beaucoup de choses, juste encore un mot sur votre spectacle, qui sont inspirées de votre vie. Vous avez publié un livre, d'ailleurs, Divorcée mais heureuse. Et joyeuse. Là aussi, il y a les rencontres post-séparation. Vous évoquez des choses qui vous ont touché. Alors, c'est pas forcément que des choses que j'ai vécues, Valérie. Non, je vous vois venir. Je précise. Non, j'ai beaucoup de copines aussi, et c'est une période... j'ai beaucoup de copines divorcées, et on a énormément ri pendant cette période de tout ce qui nous arrivait, et donc du coup j'ai mis ça dans un livre où je passe en revue toutes les étapes de la séparation, les différents types d'avocats, ce qu'on dit de notre rupture, les relations avec les ex, les nouvelles rencontres, comment on se fait larguer, enfin tout ça. Et il y a c'est illustré. beaucoup de points communs à toutes. Oui, pour toutes les femmes. Mais il y a même des hommes qui ont lu le livre et qui disent que ça les fait rire. Il y a plein de trucs. Rémi l'a lu. Plein de trucs. Alors bon, c'est trop long, mais simplement en couple, on connaissait la solitude à deux. Quand on divorce, on découvre la solitude toute seule. La solitude toute seule, c'est pareil que la solitude à deux, sauf qu'on n'a plus personne à qui faire des reproches. mais quand on lit le livre, on comprend que ça vous a libéré, ce divorce. Oh, je sais pas. Allongez-vous, il nous reste 1 minute. Ça vous a permis d'être quelqu'un d'autre? Non, ça m'a transformée. Mais après, comme toutes les épreuves de la vie, je pense que quand on vit des épreuves, après, il y a des épreuves dont on ne peut pas se relever, mais quand on vit des épreuves, des crises, des difficultés, ça peut être l'occasion de se rénover. Je ne parle pas physiquement, je parle intérieurement, de faire un travail de repositionner ses priorités, et c'est ce que j'ai fait, quoi. À l'Olympia, le spectacle Tout va bien, donc un petit peu partout en France. 16, 17, 18 décembre à l'Olympia. Le 16 décembre, transmis en direct dans les cinémas CGR. Divorcée et joyeuse, donc c'est sorti le 7 novembre, c'est le livre. À offrir aux copines divorcées. Voilà, la chronique rouge vive dans le JDD toutes les semaines depuis 10 ans. Ça aussi, c'est à signaler. C'est un. Bah oui, non, mais c'est rare une longévité comme ça dans ils n'ont pas encore viré. Et puis le film, on l'attend en 2020. Maman, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Merci à vous, Anne Romanoff. Merci d'être passée ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec
Julien Clerc. Ah, quel plus beau cadeau que de recevoir Julien Clerc aujourd'hui pour la 500e de l'émission Média. Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous serez ce soir sur France 3 à 21h. Rendez-vous avec Julien Clerc, suivi du formidable documentaire de Pascal Fornery qu'on avait reçu ici pour parler de nos années Julien Clerc. Et on va parler avec vous de cet album de duo qui sort et de cette émission de télévision qui est tirée de cet album de duo. Alors, c'est une grande soirée Julien Clerc sur France 3. On est heureux et content. Pour vous, racontez-nous un petit peu le cheminement de cet album. Un album de duo, vous n'en aviez jamais fait, d'autres artistes l'avaient fait. J'en ai pas dans la discographie, et quand on me l'a proposé il y a déjà assez longtemps, au moment où toutes les sorties d'albums de duo battaient leur plein. Et puis je le sentais pas trop, puis j'y réfléchis. Il a fallu que le projet fasse sens dans ma tête. Et puis après, une fois que j'ai fait ma liste d'invités idéal et la liste des chansons, encore que la liste des chansons, elle s'imposait un peu, c'était pratiquement, on va dire à 2 exceptions près, la dizaine de chansons qu'on retrouve systématiquement un peu dans les tours de chant quand même, qui sont des chansons un peu incontournables. Et pas facile quand même, non? Parce qu'il y en avait beaucoup des chansons quand même. Il n'y a pas Partir, il n'y a pas Si on chantait. Oui, je sais. Moi, je vous réclame Si on chantait, Partir. Oui, mais bon, c'était un disque, donc il fallait quand même faire un choix. Et puis les invités aussi ont eu leur mot à dire. Ont eu leur mot à dire. Et par exemple, quand Sandrine Kiberlin m'a proposé Danseuses, c'est une chanson à laquelle je ne pensais pas, une chanson qui a plusieurs années maintenant. J'ai trouvé l'idée jolie et que ça lui irait sans doute. C'était inattendu pour moi. Francis Cabrel aussi qui vous a demandé un truc pas trop dur. Non, c'est moi. Non, j'ai lu ça. C'était la seule chanson que je voyais pour lui. Et c'est vrai qu'il m'a dit attention, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Donc je lui ai dit écoute, je crois qu'elle n'est pas compliquée. Il y a des cas où vous avez proposé des titres, puisque vous avez proposé des titres au chanteur qui a dit ah non, je préférerais. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce qu'il préférait, ça tombait dans ma liste en fait, donc ce qui ne m'étonnait pas trop, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous a par exemple, non, mais Vianney souhaitait faire Femme, je vous aime. Vous aviez pensé J'avais proposé une autre chanson à Christophe Maé, mais qui m'a dit non, moi ce que je veux c'est Utile. Je veux Utile, oui, c'est ça. Ouais. Vous lui aviez proposé quoi? Une autre chanson. Vous voulez pas le dire. On ne saura pas les petits secrets. Tous vous ont dit oui tout de suite? Oui, tout le monde m'a dit oui, sauf une personne, mais bon, c'est pas important. On va les citer, il y a Calogero, il y a Zaz, il y a Vianney, Philippe Catherine, Soprano, Maxime Le Forestier, évidemment, c'était une évidence, Florent Pagny, Christophe Maé, Sandrine Kiberlin, Francis Cabrel, Carla Bruni et Vanny, votre fille. Voilà. Donc tout ça, c'était votre liste idéale. C'était des gens qui, dans la grande majorité, ont une signature vocale immédiatement reconnaissable, si vous voulez. Et Zaz est formidable. Moi, j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec votre voix. Elle est le symbole, je trouve, des artistes qui ont à la fois une voix extraordinaire et à qui il faut laisser un petit peu lâcher la bride pour la laisser faire à un moment donné. C'est approprié. Absolument. On va écouter un extrait. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent et c'est très bien. C'est incroyable parce que chacune de vos chansons, on a des souvenirs. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les Français ont des souvenirs? Moi, je sais à quel moment j'ai entendu cette chanson. Moi, j'étais enfant. Mais je me souviens des moments comme ça, ou dans la voiture, quand on fait des grands voyages. C'est des chansons qui ont marqué toute notre vie, 50 ans de carrière. Oui, c'est ma chance, comme certains de ma génération, d'avoir pu accompagner les gens de ce pays pendant toute leur vie. Et d'avoir des générations qui vous ont suivi. En fait, grâce aux femmes, je pense. Les femmes, grâce aux familles, on va dire, mais beaucoup de femmes qui ont essayé de partager avec leurs enfants l'intérêt qu'elles avaient pour. Nous, on est sur 3 générations. Chez nous, il y a ma maman qui écoute, ma fille également. Donc, vous avez réussi à toucher toutes ces générations. Et puis je crois aussi à travers la scène, les spectacles. J'ai reçu une très jolie lettre là ce matin de quelqu'un qui m'expliquait que ça avait commencé l'enfance. Elle citait les chansons, etc. Puis quand on arrive à l'âge adulte,
on les entend différemment. Ouais. Mais vous savez, quand j'allais chez ma maman, mes parents étaient séparés, donc j'allais les week-ends chez ma mère, qui adorait la chanson, et en particulier Brassens. Il y a des chansons que j'ai absolument adorées, sans comprendre très bien ce qu'ils voulaient dire, et pour cause. On connaît parfois les textes de Brassens, que j'ai compris beaucoup plus tard, mais c'était pas grave. C'était à travers la musique, à travers le message passé quand même, si vous voulez. Donc, pareil pour vous, c'est-à-dire que les chansons, on les réécoute, on les Oui, parce que c'est ces gens-là qui m'ont donné, c'est en fait tous ces gens que j'écoutais chez ma mère qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'étais très jeune quand je les entendais. Et après, donc, ils m'ont accompagné. Et alors, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu faire dans ma vie des duos avec certains d'entre eux. Ouais. Avec qui ? J'ai fait duo avec Aznavour, j'ai fait duo avec Barbara, qui a été absolument majeure dans ma formation, même je dirais de mélodiste. Donc, avec Beko, bien sûr. Il y en a certains où j'ai pas pu parce que ça s'est pas présenté. Brassens, par exemple, ça s'est pas... Brassens, je l'ai croisé, non. Et puis Brassens, bien qu'il ait été absolument fondamental à cause de ses mélodies, en fait. C'est ça, d'abord, qui m'a accroché quand j'étais petit. Mais Brassens, il était plus proche dans l'inconscient des gens, de Maxime ou de Renaud, si vous voulez, dont j'aurais jamais eu l'idée. C'était moins votre... Mais vous avez chanté des chansons de Brassens oui, j'en ai chanté une fois ou deux, comme ça, dans des émissions de télé. J'avais même repris, comment ça s'appelle Les Amoureux Sa Majesté financière, comme je ne la paie pas beaucoup, etc. Bon, mais je l'aurais laissé. Ça, je voulais pas rentrer là-dedans, mais je l'avais croisé un jour quand même. Et vous êtes nostalgique de cette époque des numéros 1, où vous faisiez des duos avec Johnny ou Sardou? Non, mais cette époque-là de chanteurs. C'était une autre époque de la télé, si vous voulez, c'est comme ça. Je pense que c'était formidable parce que ça mélangeait les générations. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pu faire des duos avec Aznavour et Barbara, entre autres, et qu'ils insistaient énormément, les Carpentiers, pour que tous les participants à une émission chantent ensemble, ce qui était formidable. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez, la télévision a évolué. On peut dire qu'aujourd'hui, au Resto du Cœur, on chante aussi avec des gens de générations différentes. C'est très agréable. Rémi ? Et quand vous avez fait les duos de votre disque et de l'émission de ce soir, est-ce que ça vous a amené à voir vos propres chansons autrement Non, mais d'abord, c'est un honneur. Moi, j'ai toujours... j'ai tellement entendu dire dans ma vie, tes chansons elles sont difficiles à chanter, donc ça prouve le contraire. Souvent, et puis dans l'émission. Et puis aussi, c'est un honneur pour moi. J'étais sur des œufs quand fallait leur demander. Vous voyez, je demandais à tous. Oui, j'osais pas trop. Franchement, quand j'ai envoyé un texto à Philippe Catherine, que je n'ai jamais rencontré, à cause du film Le Grand Bain. Je m'étais dit, si la réalité peut rejoindre la fiction, ça serait drôle. Voilà, j'ai envoyé un texto, il m'a répondu avec joie, j'étais absolument aux anges. Donc, c'est un honneur d'abord qu'ils aient accepté, parce que tous, j'admire leur travail. Et aussi, évidemment, je me suis dit, il faudra voir ce qu'ils en font, eux, c'est très important, parce qu'ils peuvent apporter un éclairage différent sur la chanson. Il y a une chose amusante dans l'émission qu'on va voir ce soir, c'est que vous faites une remarque à Slimane en disant on chante ensemble, d'ailleurs c'est très bien, on n'a pas répété du tout. Non, on n'a pas répété, car ça a l'air de vous troubler un peu, vous expliquez, ça arrivait qu'avec Johnny, ça. Oui, parce que c'est le genre, moi je suis le genre d'artiste qui a besoin de beaucoup répéter, si vous voulez. Bon, je ne suis pas un improvisateur fou. Encore maintenant. Oui, pour moi, j'adore arriver que tout est prêt. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est comme ça, c'est ma façon après d'être libre. C'est de contrôler beaucoup en amont. Bon, là, il se trouve qu'il n'a pas répété, c'est vrai, il n'est pas venu répéter. La chanson est chantée par Vianney dans le disque, Vianney qui ne pouvait pas venir. Et j'ai été surpris, donc c'est une autre forme d'émotion. J'étais surpris tout de suite, je me suis dit franchement, il aurait pu être sur l'album parce qu'il a une signature vocale très forte et il a tout à fait chanté ça à sa façon. Et puis c'est pas grave si on n'est pas répété finalement. Vous racontez que Johnny, lui, il disait on répète pas, il arrivait, boum. Oui, parce que Johnny, on chantait forcément ses chansons et donc c'était à nous d'apprendre la chanson. Et il avait raison de faire ça, parce qu'il connaissait ses chansons par cœur. Donc, mais il préparait en amont, Johnny, il préparait le découpage. Quand on arrivait, on savait qu'on devait chanter tel passage, se rejoindre à tel endroit. Il avait tout préparé à l'avance. Et c'était à nous il m'est même arrivé sur scène
de répéter à l'époque avec Éric Bamy, qui nous a quittés malheureusement, qui était l'absolue doublure de Johnny, et on répétait avec Éric, et Éric m'avait dit, à tel endroit il fait ça, à tel endroit il fait ça. Il m'avait dit, il y a une seule différence entre maintenant, c'était l'après-midi, et ce soir, c'est qu'au bout de la deuxième chanson, il fait tout mettre à fond dans le son, donc ça va être 3 fois plus fort ce soir, donc prépare-toi. Vanille, votre fille, c'est elle ou c'est vous qui avez voulu? C'était une évidence, c'est vous? Donc elle avec est chanteuse, hésitation, parce que j'ai toujours essayé dans ma vie de ne pas mélanger trop, je veux dire, le papa et l'artiste, ne serait-ce que pour pas les gêner du reste, tous, les uns et les autres. Mais là, elle avait fait son parcours d'artiste, si vous voulez. Elle a fait son album, qui est un bel album. Elle a choisi toute seule, elle a tout fait absolument toute seule. Donc moi, j'écoute ses chansons à elle, souvent au niveau de la création, on me demande ce que j'en pense, comment je ressens telle chanson, puisqu'elle est auteur-compositeur. Mais après, je n'interviens plus du tout. De choisir Fais-moi une place, c'était évident, parce que c'est très émouvant. Oui, et puis ça permet de déplacer la chanson vers un amour filial. Absolument, on va l'écouter, on va écouter un extrait. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint lointain, pour que tu sois bien. Alors moi j'ai eu la chance de la rencontrer, votre fille, et je lui ai posé la question un peu bateau de si c'était compliqué d'avoir un père artiste ou Julien Clerc, et elle m'a dit non, en fait c'est l'inverse, il faut que vous lui demandiez, si vous le rencontrez un jour, si c'est compliqué pour lui d'avoir une fille chanteuse. Non, mais c'est une inquiétude supplémentaire, on va dire. On s'inquiète tous pour l'avenir de nos enfants. Surtout le monde tel qu'il est foutu aujourd'hui. Mais en plus, je sais très bien par expérience, par l'expérience des autres évidemment, puisque moi j'arrivais d'absolument nulle part dans cette famille, il n'y avait jamais eu aucun artiste, mais c'était qu'être fils d'eux ou fille d'eux, c'est compliqué. Voilà. Donc avoir choisi ça, les autres, elles ont choisi le métier de leur maman souvent. Bon, les filles que nous avons eues avec Miu Miu sont toutes les deux dans la télévision ou le cinéma. Bon, la Vanille, elle monte en première ligne en choisissant l'univers de son papa. Donc c'était une inquiétude, on va dire, supplémentaire. J'avais un petit doute avant d'entendre ses premières chansons. Je trouve que elle est auteur-compositeur et elle a un vrai univers, ce qui est le plus important dans notre métier. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve avec Julien Clerc, 0826 300 300 si vous voulez réagir. En tout cas, nos auditeurs sont contents de vous voir, Julien Clerc. Je l'adore, toujours le sourire. Voilà, ce soir, vous pourrez le voir plus longuement sur France 3. On se retrouve dans un instant avec Julien Clerc.